Aujourd'hui, tout le monde ou presque connaît les adaptations de comics. De Wonder Woman au prochain Batman vs Superman, nous avons le droit à des dizaines de séries et films de plus ou moins bonne qualité. Pourtant, beaucoup oublient que les comics ont été adaptés dès les années 40, c'est-à-dire peu de temps après la création des personnages que l'on connaît aujourd'hui. Je vais donc m'intéresser aux premières adaptations et voir ce qu'elles ont apporté au médium et ce qui les fait sortir du lot. Et pour commencer, j'ai choisi le personnage qui selon moi est le plus connu. Je veux bien entendu parler du Batman. Les adaptations de l'Homme Chauve-souris n'ont pas débuté en 1966 avec Adam West. Pour voir la première apparition du Chevalier Noir, il faut remonter à 1943, soit 4 ans après la sortie de Detective Comics numéro 27, dans lequel Batman apparaît pour la première fois. C'est Columbia Pictures qui a sorti Fury, Pixel et Spectre, qui distribua le film dans lequel Batman était interprété par Lewis Wilson et qui était accompagné de Robin, lui joué par Douglas Croft. Ce film est composé de 15 chapitres, dans lequel Batman va devoir affronter le prince Daka, un scientifique japonais forcément méchant, qui transforme les gens en pseudo-zombies. Daka opère dans une maison des horreurs située au sein du quartier japonais de la ville, ce qui arrange bien le scénario au final. Le Justifié tentera alors de déjouer les plans de son ennemi, tout en envoyant ses hommes de main en prison, jusqu'à la fameuse confrontation finale. Une chose importante que l'on doit noter est que le film a été tourné puis diffusé alors que les États-Unis sont encore très marqués par l'attaque de Pearl Harbor en 1941 qui aura coûté la vie à plus de 2000 personnes. Le pays voyant le Japon comme une véritable menace, les Nippo-Américains étaient alors envoyés dans des camps d'internement sur ordre du président Roosevelt. C'est donc pour cela que le film possède un ton très anti-japonais, avec notamment des insultes raciales sur la couleur de peau de l'antagoniste. On y devine aussi que si le quartier japonais est vide pendant l'histoire, c'est que le voisinage a été vidé et envoyé dans les fameux camps. Le méchant de l'histoire est d'ailleurs interprété par Joseph Carol Nash, un acteur américain blanc, qui nous offre un accent japonais assez caricatural, en plus des yeux maquillés pour donner l'illusion qu'il était bridé. Autant dire que ça ne passerait absolument pas à notre époque. She would know. Then let's question her. We will arrange a meeting with her to discuss. Le long métrage a été altéré lors de la sortie en VHS à la fin des années 80 pour que les insultes ne soient plus présentes, mais il sera proposé en version non censurée sur la version DVD en 2005. La série diffère quelque peu du matériel originel. En effet, le budget de la production n'est pas très élevé, et cela se ressent au niveau du costume de Batman, qui, même pour l'époque, n'est pas de très bonne qualité. Le réalisateur n'a d'ailleurs même pas tenté de faire une Batmobile. À la place, Batman est conduit par Alfred dans une Cadillac noire. C'est tout de suite un peu moins classe. Au niveau des changements scénaristiques, on relèvera que Batman n'est pas un héros agissant seul, mais un agent du gouvernement. La censure ne tolérait pas qu'un simple citoyen puisse faire justice lui-même, ce qui explique ces quelques changements. Cela veut donc dire que le gouvernement emploie des enfants, puisque Robin est présent, pour combattre des mafieux et d'autres criminels armés et prêts à tuer. Ce film ne fait pas que des mauvais changements. C'est en effet lui qui introduit la notion de Batcave dès le chapitre 2, qui sera plus tard reprise dans les comics. Batman n'avait à l'époque qu'un tunnel secret sans nom sous sa maison dont l'entrée était placée derrière une vieille horloge. Bob Kane, qui était présent sur le tournage du film, entendit le nom et le souffla à Finger, qui le réutilisa dans le comic strip Batman and Robin en octobre 43. La légende était donc née. La deuxième modification concerne Alfred, le célèbre majordome de notre héros. Apparu quelques mois avant la diffusion du film, Alfred n'était pas encore le personnage grand et svelte que l'on connaît aujourd'hui. C'était même plutôt le contraire, il était enrobé et pour ne pas dire en véritable surpoids. Le personnage était à la base un ressort comique assez cruel qui n'était pas vraiment drôle. Dans le film, Alfred est joué par William Austin, un acteur britannique qui conduit Batman à quelques endroits pour combattre les criminels. En voyant la date de sortie de ce long métrage, on peut craindre qu'il ait trop vieilli. Il est vrai qu'il est parfois difficile de regarder certains films d'époque qui subissent le poids des années au niveau de l'image ou des effets spéciaux. Mais pour Batman, ce n'est absolument pas le cas. L'intrigue, sans être d'une intelligence folle, est bien mise en place. Le vilain de l'histoire est quant à lui assez charismatique et divertissant même s'il est over the top. L'action quant à elle n'est pas mauvaise,
Bien sûr, on voit qu'il est un produit de son époque. Il semblerait que dans les années 40, on ait toujours une scène de train, alors que le héros est censé être bloqué sur les rails. On peut aussi voir que les plus retenus, mais au moins ces scènes d'action sont plutôt dynamiques. L'ensemble souffre cependant de quelques lenteurs, mais elles sont dues au fait que le film était découpé en plusieurs parties de 30 minutes, disponibles chaque semaine au cinéma. Il y avait donc un effet d'attente et en plus des épisodes assez courts qui n'endormaient pas le spectateur. Les lacunes se font sentir si on visionne plusieurs parties d'un coup. Je vous invite donc à essayer au moins les 2 premiers épisodes, le film étant disponible en DVD ou sur toutes vos plateformes préférées. Après ce film, Batman est revenu au cinéma en 1949, toujours distribué par Columbia Pictures. Bien que le film était censé être la suite du précédent, aucun des acteurs ne reprit leur rôle. À la place, c'est Robert Lowery qui interprétera Batman et qui sera accompagné de Johnny Duncan dans le rôle de Robin. On retrouve cette fois d'autres personnages connus du comics, comme Gordon, joué par Lyle Talbot, et Jane Adams en Vicky Vale. Dans ce film, Batman devra combattre le magicien, un bad guy qui peut contrôler les voitures à l'aide d'une télécommande. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Là encore, le budget n'est pas très élevé, ce qui amène à des scènes où le costume de Batman ne tient pas vraiment en place. Robin n'est d'ailleurs pas en reste puisque le bas de son uniforme est modifié avec des morceaux de tissu rose pour cacher ses jambes. Ce qui est bien, c'est qu'on ne le voit pas sur une version en noir et blanc. Et encore une fois, on n'a pas de Batmobile, mais plutôt une limousine. Parce qu'après tout, Bruce Wayne est censé être riche. Il va quand même pas se contenter d'une Cadillac de prolo. La Batcave est grandement améliorée par rapport au premier film. On retrouve plusieurs accessoires scientifiques et tout un tas de machines dont le but n'est pas d'expliquer. Le schéma du film reste quant à lui tout à fait classique pour permettre la fidélisation des spectateurs qui doivent revenir au cinéma toutes les semaines. Il faut se rendre compte qu'en 1950, soit un an après la sortie du film, seuls 9% des foyers américains possédaient la télévision. Le cinéma, qui ne coûtait rien à l'époque, est donc le lieu principal où il était possible de voir ce type de programme. C'est donc une question d'époque, car il est évident que voir des scènes comme l'explosion d'un avion devait être quelque chose d'assez impressionnant pour l'époque. Batman n'a pas eu d'autre adaptation live jusqu'à la fameuse série télé de 1966, qui est un monument de kitsch et qui est aujourd'hui connu de tous grâce à une réédition en DVD et Blu-ray, ainsi qu'un comics qui se passe dans cet univers. Mais c'est une autre histoire que je n'aborderai pas aujourd'hui.